Alors, bonjour, je suis Chantal Dumoulin, chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, aussi professeure à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et j'ai pensé avec mon équipe de recherche qu'en ces temps de confinement, ça vous ferait peut-être plaisir d'avoir une petite conférence sur la santé des femmes et le vieillissement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler dans cette conférence de nos résultats de recherche. Et nos résultats sont très cliniques, donc j'espère pouvoir vous donner des trucs et conseils qui vont vous être utiles afin de prévenir ces problèmes de santé des femmes et vieillissement auxquels on fait face en vieillissant. Donc, soit de les prévenir ou même de les traiter. Alors, voici le contenu de ma conférence. Dans un premier temps, on va parler des mythes et réalités qui entourent la santé urogynécologique. Alors, il y a bien des choses qui se disent, mais on va essayer de faire le ménage dans tout ça. Ensuite, on va parler d'anatomie de la région pelvienne pour bien comprendre les structures qui sont là pour pouvoir mieux intervenir. Et on va parler des troubles urogynécologiques les plus prévalents. Finalement, on va prendre beaucoup de temps à la fin pour discuter des traitements conservateurs des problématiques urogynécologiques. Et les traitements conservateurs, l'avantage, c'est que ce sont des traitements qui sont quand même très simples, des exercices, des changements de comportement de vie, une rééducation qui peut être faite au niveau de la vessie. Donc, toutes des choses que, avec un peu d'enseignement, vous pourriez mettre en place dans votre vie. Alors, on va commencer tout de suite avec nos mythes et nos réalités. Donc, on commence avec le premier énoncé. L'incontinence urinaire, les descentes d'organes et l'atrophie vaginale font partie intégrante du vieillissement normal. Alors, d'après vous? Bien, la réponse, c'est faux. Alors, même si ces conditions-là semblent être quand même assez prévalentes en vieillissant, ça ne fait pas partie intégrante du vieillissement normal. C'est pas dit que ça doit être là coûte que coûte. Alors, il y a des choses à faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième énoncé, quelques 55% des femmes de 65 ans et plus souffriraient d'incontinence urinaire. C'est beaucoup ça, c'est plus de la moitié. 63% de celles-ci souffriraient d'atrophie vulvo-vaginale. Encore une fois, c'est énorme. Et finalement, 36% souffriraient de descente d'organes. Alors, selon vous? Ben oui, c'est vrai malheureusement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas normal, ça fait pas partie du vieillissement normal, mais c'est très prévalent, c'est très fréquent et on peut le voir par ces statistiques-là. Troisième énoncé. 66% des femmes ménopausées évitent l'intimité sexuelle par crainte que ça leur fasse trop mal. Alors, d'après vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le vieillissement et la ménopause amènent des problématiques au niveau de l'intimité sexuelle de la femme? Bien, la réponse est vraie. Effectivement, il y a plusieurs femmes qui ont ces problèmes-là et c'est malheureux parce qu'encore une fois, il y aurait des choses et des choses assez simples qui pourraient être faites. Un autre énoncé, les descentes d'organes peuvent avoir un impact sur la vidange de la vessie. Alors, d'après vous? La réponse, c'est vrai. Ben écoutez, si on a une vessie qui est basculée, qui est descendue, ben c'est bien certain que si elle est basculée un peu, ben le lien entre la vessie et l'urètre, qu'on appelle le col vésical, ben, peut être un peu comme un coude, là, et peut être fermé, puis empêcher l'urine de bien s'évacuer. Donc, il est possible que les descentes d'organes aient un impact sur la vidange de la vessie, fasse en sorte qu'on a l'impression de ne pas vider complètement notre vessie. Les problématiques urogynécologiques peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et la qualité de vie. Encore là, c'est vrai. Alors,
on pense que les problèmes urogynécologiques, le fait d'avoir de l'incontinence, le fait d'avoir des descentes d'organes, ben c'est pas si mal. On peut mettre un pad. Bon, c'est pas un trouble cardiaque, c'est pas un trouble de mémoire, c'est pas. Par contre, oui, effectivement, ça peut avoir des conséquences importantes parce que souvent, les femmes qui ont des problématiques urinaires, ben, vont dire, ben moi, je vais plus jouer au bridge, là, ou je vais plus voir des films parce que je sais que je suis pas capable de rester assis si longtemps. Il faut que j'aille à la toilette à répétition. Puis ça, ben, ça me met mal à l'aise. Je vais plus faire des activités avec mes amis, je vais plus au musée, je vais plus faire des voyages. C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup de ce temps-là, mais je diminue mes activités à cause de ça. Donc, effectivement, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie. Ça peut nous isoler, ça peut faire en sorte là, qu'on se stigmatise, donc ça peut même avoir un impact sur notre humeur, on peut être déprimé à cause de ça. Alors, ça va plus loin que juste un problème secondaire, là, puis on pourrait porter des pads, puis ça irait. Un autre énoncé, les traitements actuels des problématiques urogynécologiques sont efficaces dans la plupart des cas. Alors, il y a les traitements conservateurs, dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, les traitements chirurgicaux et les traitements de médication. Bien, effectivement, avec toute cette panoplie de traitements-là, il y a quelque chose à faire pour ces problématiques du vieillissement de la femme. Donc, c'est important de ne pas souffrir ces problématiques-là, de stigmatiser, comme je disais tout à l'heure, mais d'en parler à son médecin, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Alors, on passe maintenant à la deuxième section, qui est la section sur l'anatomie. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va vouloir faire en termes d'exercice, en termes de trucs conseils, c'est important qu'on comprenne bien l'anatomie. Alors, je vais vous inviter de regarder dans un premier temps l'image que vous avez à gauche sur l'écran. En fait, moi, elle est à gauche. Je ne sais pas vous, là, quand vous regardez l'écran, je pense qu'elle va être à gauche également. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Si vous regardez complètement à droite de l'image, vous avez l'os pubien qui est vraiment à l'avant. Bon, bien sûr, il faudrait que je vous dise dans un premier temps que l'image anatomique qu'on a ici du bassin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme séparé la femme, c'est comme si on avait coupé entre les deux jambes pour voir vraiment juste un côté. Vous avez à l'avant le pubis et le ventre en haut, hein, vous pouvez bien voir, et à l'arrière, vous pouvez voir la fin de la colonne vertébrale et les fesses. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'à l'avant complètement, on a l'os pubien, on peut voir, c'est écrit pubis, et à l'arrière complètement, on a l'os du coccyx. Donc, vous pouvez voir à la fin de la colonne vertébrale, on retrouve le coccyx. Entre le pubis et le coccyx, donc qui forment le bassin, ben, on va retrouver les organes et à la base de tout ça, on va retrouver le muscle du plancher pelvien, plancher du bassin qui va s'attacher au niveau du pubis et au niveau du coccyx. Donc, sur l'image, vous pouvez voir la ligne rouge qui s'attache à l'avant au pubis et à l'arrière au coccyx. Bien, ça, c'est le plancher pelvien. Et ça va être un muscle très important pour le maintien de la santé urogynécologique chez la femme tout au long de sa vie. Bien, si on regarde maintenant derrière le pubis, on peut voir la vessie. Donc, la vessie, c'est un organe qui a une forme un peu d'une pyramide inversée. Et puis, on peut même voir là, sur cette image-là qu'il y a de l'urine à l'intérieur de la vessie. C'est jaune à l'intérieur. Cet organe-là, lorsqu'il va se remplir, hein, quand la vessie va se remplir, ben, ça va avoir plutôt une forme ovale. Donc, on peut voir ici que la vessie n'est pas complètement pleine. Alors, juste en dessous de la vessie, on a l'urètre et l'urètre qui va aller jusqu'à l'extérieur du corps par ce qu'on appelle le méa urinaire. Donc, la vessie et l'urètre. Derrière la vessie, vous avez tout en haut l'utérus. Donc, vous pouvez voir avec ma petite flèche ici,
L'utérus, certains d'entre vous, ben, vous n'avez plus d'utérus parce que vous avez ce qu'on disait, là, ce que mes tantes disaient, vous avez eu la grande opération, hein, probablement après les accouchements, pour plus avoir de bébé. On fait de moins en moins ce type de chirurgie-là, à moins là, de nécessité importante. Ici, on a le vagin. Donc, en bas de l'utérus, vous avez le vagin qui va sortir à l'extérieur sur la vulve. Derrière l'utérus et le vagin, ben, vous pouvez voir les intestins ici. Alors, on a les intestins, le rectum, la fin des intestins qui se termine par le rectum, le canal anal et finalement l'anus à l'extérieur du corps. Donc, ce qui est important à se rappeler, à l'avant le pubis, à l'arrière le coccyx, entre les deux, un muscle très important, le plancher pelvien, qui va aider à refermer nos trois orifices, l'orifice de l'urètre, l'orifice du vagin et du rectum pour aider à maintenir la continence, mais aussi qui va supporter ces organes-là pour éviter les descentes d'organes. Alors, on a un deuxième schéma à droite en haut ma présentation PowerPoint. Et cette fois-ci, on a la femme avec les jambes ouvertes et vous pouvez revoir le pubis qui est en haut complètement et le coccyx qui serait en bas. Alors, c'est comme si on voyait la femme qui est couchée, puis on la voyait de face, là, comme ça, avec les jambes ouvertes. Donc, vous avez bien sûr, bon, à l'avant le clitoris. Ici, on a le méa urinaire. On a la cavité vaginale. Donc, le méa, le vagin. Ici, on a l'anus. Donc, vous voyez, c'est dans la même ordre que tout à l'heure, là, la sortie des différents, donc les orifices des différents organes qu'on voyait tout à l'heure. Et vous pouvez apprécier là, la structure du plancher pelvien. C'est quand même très, très large, ce muscle-là, et ça couvre tout ce que je vous disais entre le pubis et le coccyx, mais aussi on peut voir que latéralement, ça couvre toute la base du bassin. Puis finalement, comme peut-être repère pour terminer, si on remet de la peau par-dessus ça, des tissus, ben on peut voir le périnée féminin avec à l'avant le clitoris. On peut voir à l'extérieur les grandes lèvres. Ensuite, on a les petites lèvres. On a d'avant vers l'arrière l'orifice urinaire ou le méa urinaire, le vagin et ensuite l'anus. Donc, les mêmes structures qu'on a vues dans les trois images. Alors, qu'est-ce qui va déterminer la santé urogynécologique chez la femme? Bien, il y a plusieurs choses au cours de sa vie qui vont faire en sorte d'affecter l'intégrité de toutes ces structures-là, que ce soit les organes, que ce soit les muscles, que ce soit aussi tous les ligaments et les fascias qui vont être présents dans cette région-là. Bien, il y a dans un premier temps la génétique. On peut voir chez des femmes de certaines familles que ma mère, ma grand-mère ont eu des descentes d'organes, je suis hyper laxe et j'ai tendance à développer moi aussi une descente d'organes. Donc, il y a certains tissus qui sont plus élastiques et qui ne reprennent pas aussi bien leur forme. Et ça, ben, c'est une spécificité génétique chez certaines femmes, chez certaines familles. Il y a les grossesses, bien sûr. Hein, on peut penser que quand on a été enceinte pendant 9 mois, il y a eu une pression sur le plancher pelvien, mais aussi sur les organes et les ligaments qui soutenaient ces organes-là. Donc, ça fait en sorte qu'après le 9 mois, là, tout ça est un petit peu redescendu. Les grossesses, mais bien sûr les accouchements vaginaux. Parce que là, non seulement il y a une pression, mais on peut penser que le bébé, hein, qui est passé de l'utérus vers le vagin, vers l'extérieur, bien, il est tiré encore plus ces tissus-là. La ménopause va amener des changements hormonaux, mais avec ces changements-là, il y aura également un affaiblissement, des changements au niveau des structures musculaires surtout, mais aussi des ligaments, aussi des fascias. Le vieillissement aussi
affecte le muscle. En vieillissant, on perd de la masse musculaire, puis le muscle du plancher pelvien ne fait pas exception. Alors, on va perdre aussi de la masse musculaire à ce niveau-là. L'obésité. L'obésité pourrait être aussi un déterminant parce que si on pense qu'on a un surpoids, surtout au niveau de l'abdomen, puis que ça pousse sur notre plancher pelvien, ben on pourrait se retrouver avec le temps, pas avec un plancher, mais bien avec un hamac relâché là, pelvien. Le tabagisme, parce que si on fume, si on tousse de façon chronique, ben à ce moment-là, on va faire pression également sur cette musculature-là et toutes ces structures-là. La constipation, de la même façon, si on est constipé et qu'on doit pousser à répétition, ben, on va affaiblir toutes ces structures-là. Et finalement, l'hystérectomie ou en tout cas les chirurgies gynécologiques pourraient avoir un impact aussi sur ces structures-là. Le sport et le travail également. Alors, les sports de saut, comme par exemple le trampoline, s'il était fait à répétition, ben à la longue, si on faisait ça par entraînement, puis qu'on en faisait beaucoup à tous les jours, ben on pourrait développer des problématiques de fuite urinaire, de descente d'organes, justement à cause de l'étirement des structures. Le travail, ben dans des cas où on va avoir des femmes qui vont avoir à lever des charges lourdes à répétition, par exemple, des femmes dans l'armée, on a vu des études qui nous montrent que ben, elles pourraient avoir une santé urogynécologique qui pourrait être un peu moins bonne, là, des structures qui seraient un peu plus affaiblies. Donc, vous pouvez voir que chez la femme, on a plusieurs éléments au cours de notre vie, puis malheureusement, ça s'additionne tout ensemble. On a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que nos tissus pelviens ben, vont avoir tendance à se relâcher avec le temps et c'est là qu'on risque de développer des problématiques urogynécologiques. Et c'est donc pourquoi on voit que c'est beaucoup plus prévalent, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus prévalent avec le temps. Alors, on va parler maintenant de quelques problématiques urogynécologiques les plus prévalentes. Alors, si on parlait de l'incontinence urinaire, qu'est-ce que l'incontinence urinaire? Ben, l'incontinence urinaire, c'est toute perte involontaire d'urine dont va se plaindre une personne. Et là, il faut faire attention parce que trop souvent, les gens vont dire, ben moi, j'ai pas d'incontinence parce que j'ai pas une couche, j'ai pas besoin de porter ça toute la journée. Mais j'ai des petites fuites urinaires à la toux, à l'éternuement. Il arrive que je doive porter un petit protège-dessous. Ben, l'incontinence urinaire, malheureusement, c'est ça aussi. Toute perte involontaire d'urine dont vous vous plaignez. Alors que ce soit une goutte, quelques gouttes, c'est de l'incontinence urinaire. C'est sûr qu'il y a différents niveaux, mais c'est déjà de l'incontinence urinaire. Puis malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'en va. Hein, c'est une problématique qui est chronique et qui va augmenter avec l'âge, avec le vieillissement, avec tous les changements qu'on a vus tout à l'heure. Alors, il existe 3 types principaux d'incontinence urinaire. Il y en a plus que ça, mais 3 qui sont vraiment plus prévalents. Puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais vous parler des problématiques les plus prévalentes. Donc, ces 3 types-là, c'est l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence d'urgenturie et l'incontinence mixte. Alors, si vous voulez, on les regarde ensemble. Donc, l'incontinence urinaire d'effort, elle est définie comme suit. Ce sont des fuites accidentelles d'urine qui vont généralement être de quelques gouttes à un jet ou un petit jet ou quelques jets, mais qui vont se produire de façon synchrone avec une activité physique. Alors, je tousse, par exemple, je tousse dans mon coude, hein, et la fuite d'urine va se produire immédiatement après la toux. J'éternue, je ris, je soulève un objet. Je fais un peu de jardinage, là, c'est le printemps. J'essaie de laver donc mes châssis. Donc, je soulève mes châssis, c'est lourd, ça augmente la pression dans mon ventre. Hein? Et là, ça fait pression sur mon plancher pelvien et il y a une petite fuite qui arrive au même moment où je soulève mon châssis. Donc, soulever des objets
ou pratiquer un exercice physique. Donc, je vais faire des exercices et à chaque fois que je fais des sauts, ben, ça m'arrive. Alors ça, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Et la bonne nouvelle, c'est que généralement, ce type d'incontinence-là, en renforçant les muscles du plancher pelvien, ben, on arrive à contrôler ces fuites d'urine-là. Deuxième type d'incontinence urinaire, c'est l'incontinence urinaire d'urgenturie. Urgenturie ou incontinence urinaire d'urgence. Hein, c'est les deux appellations, vous avez peut-être entendu d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fuite involontaire d'urine qui est accompagnée ou immédiatement précédée d'une envie soudaine et pressante d'uriner. Alors, généralement, c'est différent de l'incontinence d'effort parce que c'est une grande quantité. Et là, je vais vous rappeler peut-être des choses pour celles qui ont ce problème-là. L'incontinence d'urgence, c'est, vous savez, quand on arrive à la maison, on met les clés dans la porte et là, tout d'un coup, là, ça nous prend. Une incontinence, une sensation d'envie très, très pressante. Et là, on a de la difficulté à se rendre à la toilette. Hein, on marche, mais là, on a la fuite en se rendant à la toilette. Ça, c'est de l'incontinence urinaire d'urgence. Alors, ici, il y a deux éléments qui sont impliqués. Il y a le plancher pelvien qui, comme tout à l'heure, va être souvent affaibli, mais il y a aussi une vessie qui est un petit peu plus nerveuse qu'à l'habitude, donc qui va se contracter très fort et qui va faire en sorte que l'urine va s'éliminer pendant tout le temps qu'on va se rendre à la toilette. Donc, le plancher pelvien trop ferme ne sera pas suffisamment capable de refermer l'urètre et d'empêcher la vessie qui pousse comme ça d'éliminer l'urine. Donc, un petit peu plus complexe, va falloir non seulement renforcer les muscles du plancher pelvien dans ce cas-ci, mais aussi va falloir essayer de calmer ces envies pressantes-là. Donc, il y a des choses à faire également pour cette problématique. Et finalement, il y a l'incontinence urinaire mixte. L'incontinence urinaire mixte, c'est l'incontinence qui est la plus prévalente avec l'âge. Chez la femme vieillissante, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus. Et on pourrait dire là, que peut-être 30 à 40 des femmes de 60 ans et plus vont avoir de l'incontinence mixte. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fuites involontaires d'urine qui vont être dues à la fois à des symptômes d'incontinence d'effort, donc qui vont arriver en même temps que la toux, l'éternuement, mais aussi qui vont arriver avec des urgences ou urgenturies. Alors, c'est problématique ce type d'incontinence-là parce que ça peut arriver à tout moment, autant quand on tousse que quand on a une envie pressante. Donc, c'est l'incontinence dans les trois qui est la plus handicapante parce que ça fait en sorte que c'est stressant. On ne sait jamais quand ça peut nous arriver. Donc, celle-là aussi, parce qu'elle a des composantes des deux premières, en faisant un entraînement musculaire puis en rééduquant la vessie, on peut arriver à la contrôler dans la majorité des cas. Il y a d'autres symptômes qu'on observe chez la femme vieillissante. Il y a la polachyurie diurne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va avoir des mictions plus fréquentes que la normale pendant la journée et dont elle va se plaindre. Alors, qu'est-ce que c'est la normale? La normale, ce serait d'aller 5 à 7 fois par jour uriner. Alors, ce serait d'être capable de retenir ses urines. Si on a distribué notre liquide qu'on a bu dans la journée, là, tout au long de la journée, ce serait d'être capable de se retenir pour des périodes de 2h30 environ, 2h30 à 3 heures. Donc, de la polachyurie, comme vous pouvez voir, ça peut être vraiment handicapant. Si on doit aller aux toilettes aux heures, aux demi-heures, à ce moment-là, on va avoir beaucoup moins tendance à sortir parce qu'on va toujours chercher les toilettes. La nicturie ou la polachyurie nocturne, qu'est-ce que c'est? C'est le besoin d'uriner qui va nous réveiller plusieurs fois la nuit. Alors, et on va s'en plaindre parce que si on se réveille plusieurs fois la nuit pour aller uriner, on va bien moins dormir, hein? On va pas bien dormir. Puis à ce moment-là, si on dort pas bien, on ne sera pas reposé. Puis le lendemain,
on va avoir plus de difficultés de faire notre journée. Alors ça aussi, on retrouve ça chez la femme âgée. Et encore là, il y a des choses qu'on peut faire. Finalement, l'urgenturie ou l'urgence mictionnelle, ben, ça serait le fait d'avoir des besoins soudains et urgents d'uriner, difficile à différer. Donc, difficile de se dire, ben non, là, je vais me retenir. On ne serait pas capable, il faudrait vraiment courir à la toilette. Et ces urgenturies-là pourraient être présentes avec ou sans des fuites. Donc, quand on parle d'urgenturie, là, on parle juste d'envie pressante. Il n'y a pas nécessairement de fuites qui sont reliées à ça. Si on relie les fuites à ça, ben à ce moment-là, on appelle ça de l'incontinence d'urgenturie. Donc, vous pouvez voir qu'il y a d'autres problématiques qui sont aussi fréquentes chez la femme vieillissante et qui sont très handicapantes parce qu'ils ne vont pas nous permettre de faire nos activités de la vie quotidienne normalement. Et justement, qui vont faire en sorte qu'on va avoir tendance à peut-être plus s'isoler puis pas rester actif. Puis on le sait, hein, c'est important en vieillissant de rester actif, de voir nos amis ou en tout cas d'échanger avec eux et de faire des activités physiques également. Donc, il ne faudrait pas que l'incontinence nous empêche de faire ça. L'incontinence ou les autres problèmes. On passe maintenant à une autre problématique qui est prévalente. On avait parlé tout à l'heure de 36% des femmes de 65 ans et plus qui se plaignent de descente d'organes. Alors, encore là, les descentes d'organes vont être liées à une diminution de la force du plancher pelvien, donc un plancher qui est plus relâché. Ça va être relié avec les grossesses, les accouchements et l'affaiblissement de toutes les structures là, qui se retrouvent à l'intérieur de la cavité du bassin. Donc, la définition des descentes d'organes. Une descente d'organes, c'est une descente à travers le vagin ou un prolapsus. Ça va comprendre des descentes qui sont plus antérieures. Donc, la première image que vous avez en bas, vous avez une cystocèle. Une cystocèle, c'est une descente de vessie. Alors, si je peux prendre mon pointeur, vous vous rappelez tout à l'heure votre vessie là, qui était à l'avant ici? On avait le pubis, on avait le coccyx, et le premier organe, c'était la vessie. Là, je suis dans l'image centrale. On peut très bien voir la vessie. On peut voir en dessous l'urètre. OK? Regardez comparativement à l'image de gauche. Voyez-vous comment la vessie elle a l'air de basculer vers l'arrière, donc de basculer vers le vagin? Alors ça, c'est un cystocèle, c'est une vessie qui bascule. Bien sûr, elle ne pourrait pas basculer dans l'urètre, c'est trop étroit. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va basculer derrière, au niveau de la cavité vaginale, parce que c'est un canal creux, le vagin, il y a de la place. Elle va basculer comme ça. Et la femme, ce qu'elle va sentir, c'est une présence, elle va sentir qu'il y a comme quelque chose dans le vagin, puis éventuellement, si ça descend trop, ben, elle peut même voir une boule là, à l'entrée de la cavité vaginale, puis ça, ben, ça va être inconfortable, bien sûr, mais aussi ça va frotter dans la culotte, donc ça va être vraiment irritant. Donc ça, c'est la vessie qui descend. Dans la deuxième image, portez attention, dans la deuxième image, on peut voir que cette fois-ci, ça semble être l'utérus qui est descendu. Donc, on appelle ça une hystérocèle ou un prolapsus utérin. Donc, cette fois-ci, l'utérus n'est plus à la bonne place, comme il était dans l'image de gauche. On voit qu'il est comme redescendu. Hein, lui aussi, il est moins bien soutenu, puis il est redescendu dans le vagin. Alors ça, c'est une hystérocèle. Encore une fois, il y a différents degrés, donc ça pourrait descendre jusqu'à l'entrée vaginale, puis même à l'extérieur. Le rectocèle, c'est l'image de droite. Alors, vous pouvez voir l'image de droite que le rectum, il est comme bombé, puis encore une fois, il écrase la cavité vaginale. Donc, le rectocèle va être surtout présent chez des femmes qui vont avoir eu des constipations chroniques, donc vraiment le mur postérieur du vagin et le mur antérieur du rectum, ben, il va être plus relâché, puis ça va faire ce bombement-là.
On appelle ça un rectocèle. Et finalement, l'entérocèle, qui est peut-être un peu moins prévalent, ben à ce moment-là, c'est quand il y a les intestins qui vont venir redescendre là, entre le rectum euh, et l'utérus. Alors, on passe maintenant à une troisième problématique, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome génito-urinaire de la ménopause? Bien, c'est une nouvelle terminologie qui est utilisée pour désigner l'atrophie vulvo-vaginale et l'atrophie urétrale. Donc, je suis sûre que vous avez entendu parler de l'atrophie vaginale et urétrale. Qu'est-ce que c'est? Bien, cette atrophie-là, elle est causée par la diminution d'estrogène à la ménopause. Donc, on sait qu'à la ménopause, il y aura une diminution d'estrogène chez la femme et ça va amener des changements au niveau des tissus, de la vulve, du vagin, de l'urètre et de la vessie. Donc, tous ces organes-là, ces tissus-là, sont vraiment influencés là, par l'estrogène et quand il y aura une diminution, ben, ça va les affecter. Alors, quels sont les symptômes qu'on retrouve avec le syndrome génito-urinaire de la ménopause? Bien, dans un premier temps, la sécheresse vaginale. Alors ça, c'est quelque chose que les femmes ménopausées vont souvent se plaindre, vont dire, j'ai l'impression que j'ai plus de sécheresse, j'ai plus d'inconfort à l'intérieur de la cavité vaginale. Ils vont avoir à cause de ça des douleurs dans les relations sexuelles, hein? Moins de lubrification, plus de sécheresse. Il y aura également des démangeaisons au niveau de la vulve, encore une fois à cause de cette sécheresse-là. Des sensations d'irritation vulvo-vaginale, mais on va remarquer aussi, parce qu'il y aura cette atrophie-là et cette sécheresse-là dans l'urètre, des urgences urinaires, parce que l'urètre puis le col vésical vont être un peu plus irritables, ben, il pourrait avoir des urgences urinaires, il pourrait avoir des douleurs à la miction et des incontinences urinaires. Alors, c'est une problématique comme la problématique des descentes d'organes et la problématique d'incontinence urinaire qui peuvent être améliorées par des petits trucs, comme je vous disais tout à l'heure, des trucs, des conseils, des exercices. Parce qu'ils sont beaucoup en lien avec les changements qu'on a parlé au niveau du plancher pelvien, des changements, là, on a dit cette fois-ci, des changements hormonaux, mais il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de normaliser un petit peu la situation. Alors, on peut faire des traitements conservateurs. Puis d'ailleurs, le traitement conservateur, c'est un traitement de première ligne. Quand on a ces différentes problématiques-là, on va commencer par un traitement conservateur parce que c'est un traitement qui est simple, qui est facile à faire. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, les traitements conservateurs, ce sont les exercices du plancher pelvien, la rééducation de la vessie, les changements de comportement et de mode de vie. Ce que c'est pas, ben, c'est pas les chirurgies, les médications. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, étant donné que c'est un traitement de première ligne, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps parce que c'est le moins invasif, ben, ça n'empêche pas par la suite, si ce n'est pas suffisamment efficace, ben, de compléter par des médications, des chirurgies. Mais dans un grand pourcentage de cas, ça peut être suffisant pour traiter ces problématiques-là de santé féminine et de vieillissement. Alors, on va prendre une petite pause maintenant, mais je vais vous revenir, donc une petite pause pipi, si vous voulez aller à la toilette, si vous voulez vous prendre un petit verre d'eau. On va prendre un petit 5 minutes. Moi, ma présentation s'arrête ici. On va reprendre sur les exercices du plancher pelvien, donc la deuxième partie de ma conférence. Alors, à tout à l'heure.